Roman de Alice Lim, intitulé Vers les étoiles. Sous-titre 2025. La course de Nîmes, Exergue. Un homme en prison, il est trop grand pour sa cellule. Ses mains d'oiseau se tendent vers les étoiles. Abdel Chiki, Soleil aux arrêts. Elle se débat au gré du vent. La pluie a mouillé sa robe, sa figure et ses mains. Elle lève ses bras, la nuit, vers les étoiles. Pierre Reverdy, Fétiche. Prologue. Nîmes Valente, mariée, mère de 2 jeunes adultes et grand-mère d'une petite fille âgée de 10 mois, était assise, le 12 février 2025, près d'une fenêtre dans un confortable café du 1er arrondissement de Paris. Elle écrivait un lecteur idéal et bienveillant qu'elle avait imaginé 1 an plus tôt. Elle a continué à lui écrire pendant toute l'année. Les pages qui suivent, composées de cette correspondance fictive, constituent une trace écrite du temps qui passe. Des livres précédents existent. Ils furent des rubans de mots qui accompagnèrent ces jours. Une ruelle bordée de vieilles maisons. Mercredi 12 février 2025, au Père Tranquille, rue Pierre-Lescot, 11h. Le 4 janvier dernier, Delphine, la compagne de Marc, mon fils aîné, tous 2 habitent au-dessus de chez nous, avaient sonné, en pleurs à notre porte. Les jours suivants, Marc nous avait plusieurs fois confié Betty, leur fillette de 10 mois, comme si Delphine pouvait participer à la vie domestique. Roland, mon mari, m'avait rassuré. Leurs différends n'étaient peut-être pas aussi graves que je l'imaginais. Delphine s'était probablement laissée déborder par son travail. Elle enseigne les matières de gestion à l'université de Créteil. Les vacances de Noël se terminaient et elle s'apprêtait à reprendre les cours. La mésaventure n'était en ce cas qu'un heurt conjoncturel et la grande souffrance morale ou psychologique que j'avais imaginée dans l'esprit de Marc n'était dès lors qu'une illusion née de mon inquiétude. J'avais craint que Marc ne se demande profondément et à tout moment pourquoi il vivait chaque jour avec cette femme directive et peu empathique. J'étais affolée. L'incident appartient au passé. Il date d'1 mois maintenant et il n'a plus été évoqué. L'interprétation de Roland était la bonne. J'étais dehors avant-hier avec les 2 chiens, notre petit caniche à Roland et à moi et l'athlétique cocker de Marc et Delphine. Il faisait nuit et il pleuvait. Delphine travaillait toute la journée et Marc devait aller chercher Betty à 18h30, heure de fermeture de la crèche. Je lui avais proposé la veille, dimanche, lors de notre dîner familial, de m'y rendre à sa place, si son retour du travail devait être trop précipité. J'avais compris qu'il choisirait probablement de télétravailler pour être certain d'être à l'heure à la sortie de la crèche. Je préfère le savoir dans les bureaux de ZA Infrastructure plutôt que seul dans son appartement. J'imagine ces journées de la sorte, plus joyeuses et plus équilibrées. Voilà pourquoi je lui avais offert mes services. Betty avait passé sa journée à la crèche alors que Tixel, le cocker des enfants, l'avait passé avec nous. Roland et moi l'avions trouvé à notre réveil dans la maison. Delphine était partie tôt le matin à la faculté, elle n'avait pas eu le temps de le promener. Nous en avions donc hérité et je lui accordais aux alentours de 18h, en toute tranquillité, à lui ainsi qu'à Caporal, l'une de ces balades quotidiennes, tout à la fois humides et nocturnes. J'écoutais la lettre orale que Linette, l'une de mes amies, m'avait envoyée le matin même, comme à son habitude, tout en prenant son petit déjeuner. J'en prends connaissance en général dans l'après-midi et lui envoie ma réponse le soir avant de dormir. Roland m'avait demandé de solliciter Marc dans la journée. Il voulait être rassuré
en avoir le cœur net et savoir si Betty ne serait pas abandonnée dans le froid, sur un coin de trottoir, sans personne pour l'accueillir, une fois closes les portes de la crèche. J'avais suivi ses préconisations et Marc, qui avait en fait décidé de passer la journée à Courbevoie dans les locaux de l'entreprise, m'avait confirmé qu'il serait à l'heure. Tout allait bien. Je promenais les chiens en écoutant Linette, lorsque je reçus à 18h20 un message de Marc qui précisait le code d'entrée de la crèche. Un sentiment de panique s'insinua en moi. Que voulait-il dire? Pourquoi me transmettait-il cette information? Devais-je aller chercher la petite? J'appelais Marc sur son numéro habituel, je me heurtais au silence, je l'appelais ensuite sur le réseau WhatsApp, sans plus de réponse de sa part, je me précipitais vers la crèche, près de l'église, sous la pluie, accompagnée par les 2 chiens, me demandant comment je serais accueillie avec ma meute, odorante et dégoulinante. Je m'engageais dans l'impasse en direction de la crèche. Bizarrement, la ruelle pavée, piétonne et entourée de vieilles maisons avait changé depuis l'unique fois où j'avais accompagné Betty un matin en l'absence de Marc et Delphine. L'impasse se terminait par une grille dont j'avais oublié la présence. Comment accéder à la crèche avec ce portail qui m'empêchait de passer? Je restais là, immobilisée, essayant de distinguer le prolongement de la ruelle derrière les barreaux de fer. Il n'était pas certain que des passants sauraient me renseigner. Dans mon souvenir, l'entrée de la crèche était particulièrement discrète au milieu des immeubles voisins. La ruelle était, quoi qu'il en soit, déserte. Tixel, perplexe, en position debout, les 2 pattes avant posées contre la grille, s'interrogeait apparemment autant que moi sur la suite à donner à notre périple dans le quartier. La sonnerie de mon téléphone portable retentit, c'était Marc, qui m'éclaira enfin. Il s'était trouvé à la crèche à l'heure prévue, il avait appris que le code venait d'être modifié et n'avait pas tardé à communiquer cette précieuse information pour l'avenir à tout un chacun sur le groupe familial. L'intention était louable, ai-je alors songé, tout en me demandant si tous les jeunes se montrent aujourd'hui aussi succincts et lapidaires dans leur façon de communiquer. Soulagé, je fis demi-tour et découvrit alors que 2 impasses similaires et parallèles longeaient l'église du côté de sa façade sud. J'avais malencontreusement emprunté la ruelle la plus éloignée de l'édifice. Un mystère en ce monde se trouvait élucidé, le fait n'était pas négligeable. Me voilà rentré à la maison, mes 2 animaux étaient mouillés, Tixel, relativement agité, extraverti et encombrant, et toujours assez préoccupant. Sur quel canapé de tissu, cela va sans dire, allait-il jeter son dévolu afin de se frotter et de sécher avec énergie son beau pelage d'un roux incandescent? Sera-ce celui de l'entrée, de la chambre de Marc ou celle de Simon, notre 2e garçon, ou bien encore celui de notre chambre? Je me précipitais pour le devancer et enlever en toute hâte les quelques habits que j'avais pu laisser traîner ici ou là en divers endroits de la maison. Son plaisir du séchage serait à coup sûr amplement plus intense s'il pouvait plonger dans des vêtements amoncelés, qui ne devraient certes pas se trouver là, et les éparpiller partout sur les canapés ainsi que sur le parquet. Le jet d'écharpe, manteau et pull-over est un exercice toujours appréciable dans un esprit canin particulièrement taquin. J'ai réussi à précéder Tixel dans les lieux qu'il était susceptible d'apprécier et me suis ensuite dirigé vers la cuisine qui débordait de vaisselle, dans l'évier et sur les meubles alentours. Je commençais à ranger tout en poursuivant l'écoute réjouissante de Paradicte, un excellent roman de Pauline Pucciano de science-fiction, qui se situe en 2070 et qui a pour thème l'intelligence artificielle au service du gouvernement mondial. Lorsque la sonnette de l'entrée se fit entendre, Marc, Delphine, ainsi que Betty, assise dans sa poussette, étaient sur le seuil, emmitouflés comme il se devait en ce début de mois de février.
Ils venaient probablement chercher leur cocker avant de gagner l'étage supérieur. Tixel manifestait avec exubérance la joie des retrouvailles, tout comme moi, qui exprimais également la satisfaction normale et attendue en cas de visite impromptue des enfants. Ils rentrèrent et s'installèrent dans la grande salle. « Cela ne t'ennuie pas, maman ?» demanda Marc, « si on donne à manger à Betty ici ?» ?»« Mais non, pas du tout, au contraire, » fut ma réponse, également conforme à l'usage en ce cas. Delphine était assise sur l'un des canapés du salon. Marc fit chauffer le petit pot de soupe, il nourrit sa fille. Soupe et yaourt aux fruits étaient au menu. Delphine surveillait et conseillait son compagnon afin qu'il procède de la bonne façon. Je m'apprêtais à reprendre mes occupations du moment, à savoir la mise en ordre de la cuisine, lorsque Marc m'interpella. « Attends, maman, regarde donc, Betty, elle voudrait que tu sois près d'elle. » Je fis demi-tour et m'installai près du groupe. Je souris, je parlais, je jouais obligeamment le jeu pendant un moment, puis m'en retournai à mes activités. La jeune famille s'apprêtait à partir lorsque Marc me posa une question. Il avait repéré la veille l'impressionnante quantité de choucroute proposée par Roland. Celle-ci avait été accompagnée par une abondance tout aussi spectaculaire de gratin dauphinois. Les jeunes apprécient la charcuterie de la choucroute, mais ne goûtent pas particulièrement le chou. Voilà pourquoi Roland avait prévu de compléter ainsi ce plat typiquement alsacien. « Tu ne crois pas que papa se ruine avec les dîners du dimanche soir ?» m'avait discrètement glissé Marc à l'oreille, sur le seuil. Ce soir-là, avant de nous quitter, il devrait faire attention, c'est vraiment trop pour nous. La jeune famille remontait donc chez elle, après une petite séance pas vue, pas pris à la maison, lorsque Marc m'interrogea sur les restes de la veille, probablement conservés dans le réfrigérateur. Effectivement, les saucissons, jambon et gratin dauphinois débordaient sur les étagères du dit réfrigérateur. Je m'étais même demandé si nous réussirions un jour à en venir à bout, en dépit de mon recours très habituel au congélateur. Je me suis empressée, contente de rendre service, je me suis empressée de les combler de copieux morceaux de porc et de volumineuses parts de gratin dauphinois. Nous nous sommes quittés, satisfaits de part et d'autre de ces brefs moments partagés. Je retiens quelques paroles dites par Marc pendant cette courte visite. Il présentait les petites cuillères de soupe à sa fille, qui est une enfant facile, qui a un appétit solide et stable, qui réclame ses repas au rythme aussi régulier que celui des invariables tours de manège du cadre de Saumur. Elle fréquente une nouvelle crèche depuis une quinzaine de jours. Elle s'y est aisément habituée, alors que certains autres enfants, malgré leur présence depuis plusieurs mois dans cette crèche, à proximité de l'église de la Sainte Mère de Dieu, rencontrent toujours des difficultés d'adaptation. « Betty est souple, » disait Marc. « Elle fréquente des environnements différents, elle n'a peur de rien en fait. Elle est extravertie, je crois, pas du tout autiste. Elle communique facilement, elle semble épanouie. » Il adore ces traits de caractère chez sa fille, il en est fier. Il m'avait dit un jour, sans trop y penser, et en se laissant aller, et en révélant de la sorte le fond de sa pensée, presque inconsciente et qui lui tenait à cœur, que sa grande inquiétude avait été d'avoir un enfant enfermé en lui-même, psychologiquement malade, fragile dans sa tête. Et il insiste fréquemment sur l'équilibre qu'il perçoit chez sa fille quand il contemple son sourire, ses joues rebondies, sa douceur et sa sérénité. « Je crois qu'elle connaîtra bien cette maison », a-t-il ajouté ce même lundi soir, alors qu'il rassemblait les biberons, manteaux et écharpes pour rentrer chez lui. Il parlait de notre maison, bien sûr, à Roland et à moi. J'acquiesçais. « Elle voit beaucoup de monde, poursuivit-il. C'est vraiment bien pour elle. Betty rencontre effectivement les amis de Marc et Delphine, les frères de Delphine avec leurs enfants. Elle voit souvent Simon et passe au moins une journée par semaine avec Roland et moi. Nous avons proposé cette organisation à Marc et Delphine. Marc apprécie décidément ce qu'il perçoit chez sa fille en termes de souplesse et d'ouverture. Il aime supposer que sa fille voudra, à l'avenir, embrasser le monde. L'un des derniers dimanches soirs en famille,
Betty ne cessait d'explorer à grande vitesse, sur ses genoux et ses petites mains, les plus improbables recoins du salon salle à manger. Nous disions tous, unanimement et en chœur, à Roland d'être vigilant. Il est si grand, il a des gestes parfois si rapides et si brusques, sans disposer par ailleurs d'une vue exceptionnelle, qu'il pourrait par malheur heurter Betty, la renverser et la blesser. Mais oui, avait insisté Marc, en plaisantant bien sûr, mais les mots étaient dits. Fais donc attention, papa, oui, ce serait dommage de nous l'abîmer. Je crois entendre le fond de la pensée de mon grand garçon. Comprenez donc, vous tous, autant que vous êtes, voyez donc, elle est si réussie là, jusqu'à présent, notre petite enfant, si réussie et si parfaite. Effectivement, préservons-la, notre merveille. J'aime rapporter comment mon fils, ébloui et ému, considère son enfant. J'ai atteint le terme du récit que je voulais rapporter ce matin dans cette première lettre de mon nouveau livre. En nous rendant visite à l'improviste, Marc et Delphine satisfont probablement leur désir de passer un peu de temps avec nous. Roland était absent, il était chez l'ophtalmologue. Marc et Delphine se sont installés, ils ont préféré nourrir leur enfant chez nous, sous le regard de la grand-mère, comme si les frontières entre nos deux maisons devaient être poreuses. Je le vis bien, nous sommes chacun chez nous. J'accepte de grand cœur cette proximité, je suis contente de voir mon garçon, contente de voir Betty. Mais je perçois toujours aussi nettement la tendance de Marc à nous inclure dans sa propre vie, comme si la présence de sa seule femme ne lui suffisait pas ou ne le réjouissait pas complètement. Il apprécie d'être avec sa femme et ses parents, avec sa femme et son frère également, puisqu'il partage avec lui de nombreuses soirées. Il insiste, en ce sens, comme il l'a fait pendant les dernières vacances d'été. À Paris, je me sens équilibrée puisqu'il demeure, quoi qu'il en soit, chez lui. Mais l'incertitude persiste, relative aux prochaines vacances. Quelques mots encore sur l'air du temps, sur l'ambiance particulière de ce mercredi matin 12 février. Roland va bien, il est actif dans la maison, il vient d'entrer dans une intense phase de rangement divers et variés. Il a enfin fait le tri des objets entreposés chez nous depuis le décès de Manou, sa mère, qui date de 2 ans maintenant. Il s'est décidé à évacuer un vieux meuble pour ordinateur qui encombrait notre chambre. Il l'a remplacé par des étagères extrêmement peu esthétiques, d'un genre entrepôt, mais capable de contenir un grand nombre d'objets. Il décide seul, je constate le résultat, que je m'empresse d'approuver. J'apprécie son souci d'améliorer notre cadre de vie. Il avance à son rythme, il ne me consulte pas et je ne peux dans ces conditions que le féliciter a posteriori de son initiative. Nous ne discutons pas, je constate les modifications une fois celles-ci accomplies. Je ne me risque pas à le contrarier. Les conflits entre nous ayant une très nette tendance à m'affecter très profondément. L'esthétique dans notre chambre m'importe peu, tout va bien. Il amende, posément et pas à pas, l'agencement de l'appartement aussi régulièrement que systématiquement, tel un infatigable rouleau compresseur. Son intervention en la matière est un phénomène récent. Lorsqu'il travaillait, j'avais toute liberté dans le domaine. Il ne semblait pas remarquer, au fil des années, les différentes modifications esthétiques ou pratiques que je me trouvais de temps à autre dans l'obligation d'introduire. Il passe désormais sa vie à la maison. Telle est l'origine de son nouveau comportement. Cette évolution, consistant à intervenir dans une activité qui m'était auparavant personnelle, n'a pas été sans m'inquiéter. J'ai connu des moments difficiles en novembre dernier lorsque nous sommes allés 15 jours à Querbillan dans un but exclusivement matériel. Nous venions de passer notre 2e été dans notre maisonnette récemment acquise et il nous fallait imaginer où ranger l'ensemble des objets, chaises longues, parasols, tables pliantes et autres accessoires qui s'étaient accumulés en juillet et août dans le jardin. La maisonnette devait rester accueillante en hiver, dans le cas où les enfants ou nous-mêmes souhaiteraient y séjourner. Nous allions à Querbillan pour cette unique raison. J'avais des idées précises sur le sujet.
J'anticipais le désaccord de Roland. J'ai habilement réussi à le convaincre du bien fondé de ma méthode de rangement. Nos opinions ont peu à peu convergé, et ce séjour que j'avais appréhendé fut en définitive tout à fait agréable. Une fois de retour de Bretagne, où nous avions réussi à atteindre sans désaccord des objectifs d'ordre strictement pratique, nous avons repris notre vie parisienne, où j'ai pu constater, non sans surprise, que Roland s'engageait toujours plus sur la voie de l'amélioration matérielle de notre appartement. Il agit comme il l'entend. Une fois la modification réalisée, je m'empresse de le féliciter, je lui laisse toute liberté de décision. Pourrais-je en réalité faire autrement ? Maintenir l'harmonie entre nous n'étant pas le moindre de mes soucis. Notre navire suivait donc tranquillement son cap depuis plusieurs semaines, jusqu'à aujourd'hui, où un violent ouragan a soudain traversé notre route. Alors que nous nous entendons bien, nous bavardons aux alentours de 13 heures. Nous avons désormais séparé les deux activités, le bavardage d'une part et le repas d'autre part. Manger, préparer le repas, servir, assurer l'intendance et en même temps échanger m'apparaît réellement compliqué. Depuis des années, je souhaitais inaugurer cette nouvelle organisation. Maintenant, lorsque nous en avons envie en milieu de journée, nous faisons une pause, bavardage, jus d'orange et chèque. Roland a fini par accepter. Longtemps, je lui ai proposé de nous asseoir et de parler tranquillement pour nous retrouver, mais il me répondait qu'il n'en était pas question. Il ne parlait pas sans rien faire. Il s'agissait, selon lui, de manger et de parler en même temps. Et bizarrement, miraculeusement presque, l'évolution est enfin intervenue aussi facilement qu'on glisse une lettre dans une boîte postale. Quand j'éprouve par ailleurs une légère sensation de faim, je prépare alors son assiette en même temps que la mienne. Nous mangeons chacun de notre côté. Pour ma part, je lis en même temps. Notre alimentation est régulière et équilibrée. Une autre évolution m'a également réjoui. J'avais ces derniers temps de plus en plus de mal à trouver un film pour notre soirée qui ne nous déçoive pas. Réussir à être intéressé chaque soir par un programme télévisuel devenait au fil du temps mission quasiment impossible. Nous écoutons désormais des livres lus automatiquement. Nous avons déjà écouté 2 chapitres de l'Histoire de France de Jacques Bainville, l'un sur Napoléon, après avoir vu les épisodes napoléoniens de la guerre des trônes. Note en bas de page, la guerre des trônes, ou Véritable histoire de l'Europe, est une série créée en 2017 sur France 5. Elle retrace l'histoire de l'Europe au travers de l'histoire de France, depuis la guerre de 100 ans jusqu'au début du XIXe siècle. Reprise, l'un sur Napoléon, après avoir vu les épisodes napoléoniens de la guerre des trônes, et l'autre sur Louis XI, après avoir regardé les missions correspondantes de Stéphane Bern. Le texte est sérieux et intéressant. Nous pouvons écouter dans le lit. Je n'ai plus besoin, une fois la soirée terminée, de me lever, de ranger la grande salle. Je pourrais sans problème écouter des livres tous les soirs. La préparation de nos soirées s'est beaucoup simplifiée. Hier, Roland a choisi de regarder la télévision. Mais nous n'avons pas été, pour autant, déçus. Nous disposons depuis Noël de tous les DVD de la guerre des trônes, dont chaque épisode est de qualité égale. Nous avons vu hier le début de la guerre de 100 ans. Notre mode de vie s'améliore. Nous sommes enfin sortis de l'ère du repas en même temps que la conversation. Et passer nos soirées sans ennui est maintenant un objectif singulièrement plus accessible. Ainsi, la croisière au long cours de notre vie conjugale se poursuivait sans encombre. Sauf que ce matin, le tonnerre a grondé. Roland était pourtant en forme. Il m'a parlé, son bol de café en main, de Marie Stuart, de Marie Tudor et de Henri VIII. Il m'a dit avec satisfaction que lorsqu'on commence à s'intéresser à l'histoire, ainsi qu'il le fait depuis quelques années, les différentes thématiques finissent par se rejoindre, s'emboîter les unes dans les autres, telles les pièces d'un vaste puzzle. La démarche, pour un historien amateur comme lui, gagne ainsi chaque jour en intérêt. Roland n'est en général pas très bavard. Je me suis réjoui de son enthousiasme. Je l'ai vu, quelque temps plus tard,
entreprendre de mesurer le canapé de l'entrée. J'apprends qu'il veut s'en débarrasser. Il veut agencer l'espace différemment, car nous allons acheter un robot laveur qui aspire la poussière, qui lave et qui s'auto-nettoie. L'appareil devra pouvoir accéder à toutes les pièces. Nous procédons à cet achat car nous n'aurons désormais plus de femme de ménage. Tania, que j'aimais tant, ne pourra plus venir. Elle est colombienne, ses revenus sont modestes et elle s'est mariée il y a quelques années avec l'un de ses patrons, un homme aisé qui habite Compiègne, qui est divorcé, qui n'a plus de contact ni avec son ex-épouse ni avec son fils unique. Cet homme, plus âgé que Tania, vivait donc seul. Il était loin d'être porté par une évidente joie de vivre et il a proposé le mariage à son employé de maison, qui a longuement hésité et qui a fini par accepter. Tania est donc maintenant mariée, elle habite loin de Paris. Elle réussissait jusqu'à présent à venir une fois par semaine à la maison, mais son mari, peu attentif aux contrôles médicaux nécessaires recommandés à un homme de son âge, a maintenant un cancer sévère, extrêmement handicapant. Tania ne se contente plus, désormais, de tenir parfaitement sa maison, mais elle est également devenue sa garde-malade permanente à domicile. Notre relation, qui date de 20 ans, a pris fin. J'ose espérer que monsieur son époux saura penser à elle, dans son testament en l'occurrence, faute de quoi la pauvre femme en cas de malheur, selon l'expression consacrée, risquerait de vivre une situation difficile. Je n'ai pas envie de recourir à une autre femme de ménage, et Roland et moi avons décidé d'acheter ce fameux robot utilisé par Marc et Delphine, et qu'il trouve exceptionnel. Roland m'a appris ce matin que le canapé de l'entrée empêcherait, en raison de sa trop grande taille, le passage du robot dans les chambres. Il devait être remplacé. Je n'étais pas d'accord. Nous pourrions aisément déplacer le canapé quand le robot entreprendrait sa tâche de nettoyage. Roland poursuivait ses mesures. Il m'a demandé de l'aider. Non, lui ai-je répondu, je ne vais pas t'aider. Ne nous précipitons pas, achetons d'abord le robot et voyons si l'agencement actuel pose un problème. En ce cas, nous aviserons en son temps pour un nouveau meuble. Mesure l'espace autant que tu veux, mais fais-le tout seul. Je ne vais pas participer. J'ai cependant bien évidemment fini par collaborer, tenant l'une des extrémités du maître tout en ne manquant pas d'expliquer calmement ma propre position. Je l'adorais ce canapé. Depuis 30 ans, je passais ma vie en cet endroit précisément, avec un livre, ou plus souvent muni de mon ordinateur. Au centre de la maison, disposant d'une vision globale sur la cuisine, le salon, la salle à manger et l'accès aux chambres, j'étais contente, au cœur du mouvement. Et qu'allait-il donc acheter, poursuivais-je pour moi-même en pensée, un autre meuble, qui présenterait mieux, mais moins confortable, à coup sûr? Mes propos demeuraient sobres et succincts. Je ne me permettais d'exprimer que le minimum, qui pouvait se résumer ainsi: ne nous précipitons pas, attendons un peu. Je m'efforce d'être mesuré et nuancé avec Roland. Sa colère couve à tout moment, me semble-t-il. Elle est à fleur de peau. Il nourrit une violence intérieure ontologique, non pas précisément dirigée contre moi, mais je suis présente chaque jour près de lui, et sa colère ne demande qu'à s'exprimer. Il ne s'agit ici que d'une impression personnelle, cela va sans dire. Impression confirmée cependant, cela va sans dire, par l'expérience de notre vie commune. Lorsqu'il perdit soudain son calme. « Tu es insupportable, me lança-t-il. Je ne peux rien faire dans cette maison. Tu es pire que Delphine, bien plus autoritaire. » Il criait. Il était hors de lui. Est-il vraiment indispensable de raconter ce type d'éclat intervenant dans un couple, alors que ce couple parviendra, selon toute vraisemblance, à le surmonter? Il me semble que oui. La narration m'apparaît digne d'intérêt. Parce que nous devions ensuite passer la journée ensemble, en tête-à-tête. Parce que, dans une telle circonstance, dans un passé récent, je me serais effondrée, me demandant ce que nous allions devenir, sachant que nous n'avions plus rien à nous dire. Serions-nous capables de faire notre pause bavardage ensemble?
parce que j'avais auparavant trop souvent souffert de ces naufrages personnels que personne ne remarquait. Les événements méritent donc selon moi, d'être rapportés parce que, lucide et rationnel, j'ai réussi ce matin à résister à mes anciennes tendances qui me faisaient souffrir. Je ne comprends pas ta colère, lui ai-je calmement répondu. Je lui ai également répété, lorsqu'il m'a autorisé à reprendre la parole, à terminer ma phrase, ce qui ne fut pas simple, que je n'étais pas opposé à son idée, que je demandais seulement de la considérer un peu plus tard. En même temps qu'une rivière glacée nous séparait, j'ai revêtu mon manteau, au-dessus de ma chemise de nuit, j'ai enfilé mes bottes, j'ai glissé des pullovers dans mon sac à main et une couverture dans un sac Ikea. Nous étions chacun enfermés dans notre tour de silence. Roland n'a pas remarqué mes préparatifs de départ. J'étais incapable de rester avec lui, j'ai quitté la maison. J'avais eu l'intention tout d'abord, en raison du froid intense qui régnait dehors, de gagner le petit bureau au premier étage, inoccupé qui appartient à la famille de Roland. J'ai ouvert la porte et suis entré dans cette pièce sans chauffage, meublée d'une table et d'une chaise. L'endroit était si peu accueillant que j'y ai déposé ma couverture dans son sac Ikea. Je suis sorti sur le boulevard en quête d'un endroit plus confortable. J'ai pensé au premier étage du Père Tranquille, près du Forum des Halles. Avec ses banquettes, sa moquette, son intimité, le sourire de ses serveurs, son bourdonnement courtois de conversations discrètes et d'un genre parfois intellectuel. J'ai pris le RER. J'y suis maintenant depuis bientôt 2 heures, près d'une fenêtre. D'où j'aperçois un modeste coin de ciel. À peine arrivé, j'ai envoyé un message à Roland, qui aurait pu s'inquiéter de mon absence. Je lui ai écrit de bien vouloir me pardonner, je m'étais probablement mal exprimé, le fond de mes propos cependant ne me semblait pas déraisonnable. Je n'ai pas reçu de réponse. Je ne suis pas près de rentrer, je ne veux pas le voir. Je suis pourtant sûre de l'aimer, sûre que nous reprendrons notre route ensemble, côte à côte, mais il doit comprendre. Je ne suis plus une petite fille anéantie lorsqu'il est contrarié. Il prétend que je suis autoritaire. Je ne le crois pas. Nous pouvons n'être pas d'accord sur certains points, mais demeurer capables de trouver des voies de convergence. Il ne supporte plus ce canapé qu'il tolère depuis plus de 30 ans. S'il confirme son avis, le meuble disparaîtra. Mais il peut patienter. Peut-être suis-je, en ce moment, particulièrement nerveuse envers lui. Peut-être cela date-t-il de ma résolution de décembre dernier. Je me souviens du jour précisément, le 3 décembre 2024. J'écrivais l'une de mes lettres adressée à mon interlocuteur privilégié et je prenais alors envers moi-même très solennellement la décision de ne plus me laisser anéantir par mon angoisse destructrice quand Roland est irrité contre moi. J'écrivais que l'avenir serait différent, je réagirais, je ne serais plus systématiquement broyée par nos désaccords. Ce nouvel état d'esprit me rend peut-être plus irritable, car je m'accorde désormais un droit de réponse. Être en situation de réagir, c'est être debout, c'est ne plus courber les épaules, c'est être à l'écoute, être heurté, agacé par des comportements que j'avais l'habitude auparavant de ne pas discuter, ne serait-ce qu'intérieurement. Je me souviens d'avant-hier, par exemple, lundi soir, lorsque j'enregistrais avant de me coucher ma lettre orale quotidienne à l'attention de Linette. J'étais hors de moi. J'avais demandé à Roland dans la journée s'il serait d'accord pour débrancher notre lecteur de DVD qui est actuellement relié à la télévision du salon pour l'installer dans notre chambre où nous disposons d'une télévision que nous n'utilisons pas en raison de problèmes de connexion avec la box. Ces questions techniques me dépassent et Roland n'a visiblement pas le courage de les résoudre. Cette télévision demeure donc éteinte. Mais regarder des DVD serait en revanche tout à fait simple. Nous apprécions en ce moment les CD de la Guerre des Trônes. J'avais évoqué cette idée du transfert de lecteur lors de notre pause bavardage.
J'avais tenté de lui expliquer en douceur et avec toute la diplomatie possible que je préférais pour ma part passer nos soirées dans la chambre plutôt que dans le salon. J'ai besoin le soir devant la télévision de disposer autour de moi d'un équipement aussi complexe qu'encombrant. J'utilise mon téléphone portable pour scanner des livres papier afin de pouvoir les écouter ensuite. Un grand nombre de coussins et torchons sont dès lors nécessaires pour caler et cadrer correctement les pages des livres devant l'objectif de mon appareil. Je picore par ailleurs quelques grignoteries du soir, des assiettes, couverts et serviettes de table, s'ajoutent donc aux objets qui m'entourent. Roland, quant à lui, poursuit son régime, il se sert, sobrement ces derniers temps, dans le réfrigérateur. Je ne saurais par ailleurs évidemment pas oublier ni mon cahier ni mes stylos. Je ne cesse pas de prendre des notes pour les livrer ensuite à la sagacité de Roland lors de notre bavardage quotidien. Mon ordinateur, cela va sans dire, est également présent à mes côtés. J'utilise aussi des lames de rasoir qui me permettent de découper les livres avant de les photographier. Des bobines de ficelle ainsi qu'une grosse épingle où j'enfile la dite ficelle qui me permet ensuite, une fois les pages photographiées, de les relier de nouveau et de les conserver. Je garde ainsi les livres dont j'ai apprécié la lecture. Je suis donc immanquablement entouré par un rempart d'objets, apparemment hétéroclites, qui pourrait surprendre tout observateur ignorant mes habitudes télévisuelles. Et lorsque s'annonce la fin de soirée, je dois faire en sorte que le salon, un espace collectif et social s'il en est, retrouve son apparence normale. L'heure est alors tardive, je suis fatiguée et cette obligation me paraît chaque soir infiniment pesante. Lorsque nous sommes au lit, en revanche, une limpide simplicité règne, tel un ange bienfaisant qui rend la vie aussi légère que facile. Il me suffit alors de poser par terre les différents objets. Je garde mon téléphone afin de lire quelques lignes de mon roman en cours de lecture et je peux dès lors sans souci me préparer à dormir. La situation est idéale. Roland, quant à lui, regarde indifféremment nos émissions du soir dans le salon ou dans la chambre. Je lui ai exposé la situation de façon succincte. Il est amplement plus laborieux de préciser par écrit le contexte de nos soirées que de donner quelques indications à Roland qui connaît parfaitement notre mode de vie. Mon idée ne l'intéresse pas. Il ne l'a pas expressément écartée, mais j'ai bien compris qu'il se contentera sur ce point de cultiver une confortable et passive inactivité. Lundi soir, je parlais à Linette et je me surprenais à être extrêmement agacée. Nous venions de regarder un épisode de la Guerre des Trônes dans le salon. La fidèle et ponctuelle Fatigue avait pris comme à son habitude son indéfectible service. J'avais rangé avec peine, maugréant, pensant assez obsessionnellement à cette autre organisation plus satisfaisante à mes yeux. Réitérer ma demande ne serait pas sans risque. Éviter le mécontentement de Roland demeure l'une de mes priorités, mais je me surprenais à être irritée comme je ne l'étais pas auparavant. Je parlais, je cultivais mon ressentiment. Ceci dit, j'ai repensé à la question. Je ne resterai pas dominée par cette insatisfaction. J'achèterai un autre lecteur, je l'installerai moi-même, je n'enlèverai quant à moi absolument rien à Roland, il gardera son lecteur dans le salon. Je ne déciderai pas par moi de supprimer un objet de la maison sans son accord, comme lui-même s'apprête à le faire, pour un canapé dont je fus jusqu'à présent la seule utilisatrice. Je vais rester dehors. J'ai rendez-vous chez le médecin en fin d'après-midi pour un renouvellement d'ordonnance. Je ne rentrerai qu'à 17h. Je ferai ma toilette, je m'habillerai. Je n'ai pas envie d'être avec lui. Nous nous réconcilierons, bien évidemment. Mais j'éprouve en ce moment une profonde satisfaction d'avoir évité les affres de l'angoisse. Je m'y précipitais dans le passé, car notre éloignement alors me semblait définitif. Je crois avoir connu un sentiment assez proche l'autre jour quand Delphine, accablée, était descendue chez nous. Je m'étais affolée. Une rupture menaçait peut-être le jeune couple. Alors que le coup de vent est passé et que leur voyage à tous deux se poursuit et apparemment paisiblement. Roland a perdu son calme, mais je suppose que de son côté, lui,
ne s'effondre pas intérieurement, pas plus que dans le passé, parce qu'il sait, et il le savait aussi apparemment, que notre lien n'est pas brisé pour toujours. Quand le vent soufflait, il demeurait plus calme et réaliste que moi. Je suis tranquille maintenant autant que lui. Je le retrouverai, mais plus tard. Il comprendra mon mécontentement. J'écris depuis 2 heures. Ma lettre sera longue et à l'évidence assez peu synthétique. Mon bienveillant lecteur me le pardonnera-t-il? Jeudi 13 février, 9 heures. J'ai pensé, en me réveillant ce matin, à mon texte d'hier, j'aimerais le nuancer. J'ai raconté la visite à l'improviste de Marc et Delphine qui se sont installés dans le salon et ont nourri leur fillette. J'ai souligné le besoin de Marc d'inclure sa famille, sa mère, cette fois-ci en l'occurrence, le plus possible dans sa propre vie. Marc présentait les cuillères de soupe à son enfant, il m'avait appelé, je m'étais assise près de lui, j'avais commenté et bavardé, j'avais participé. J'ai supposé que Marc apprécie notre regard, à Roland et à moi, sur sa vie avec Delphine, comme si ainsi il la supportait mieux, dans la durée, avec la femme qu'il s'est choisie. Mon interprétation contient probablement une part de vérité, mais elle ne brille certes pas par son empathie, et ce matin il m'apparaît qu'une autre approche, plus douce, plus harmonieuse, pourrait être mentionnée. Marc s'était trouvé peut-être un peu maladroit quand il m'avait envoyé sans explication à 18h15 le code de la crèche, même s'il a ignoré ma panique, ainsi que ma course sous la pluie avec les 2 chiens, pour tenter à grand-peine de retrouver le chemin. Je ne peux exclure qu'il a souhaité ce soir-là me dire un petit bonjour, voulant être gentil et s'assurer, éventuellement, que cette méprise ne m'avait pas gêné. Je crains d'être sévère lorsque je scrute la vie de mes enfants. D'où l'importance, à mes yeux, de tenter d'amender mes récits et de rappeler que je ne saurais bien évidemment, en aucun cas, détenir la vérité.